a dit, il y a eu un message adressé à tout le monde. Maintenant, ceux qui veulent être reçus, il y a d'abord le protocole d'État qui va les contacter et qui invite tout le monde. Et j'ai entendu, moi, le chef de l'État qui a dit qu'il allait aussi rencontrer les gens du FCC. Donc, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu. S'il y a des gens qui refusent d'y aller, ça c'est leur problème. Un individu qui est armé et qui est dangereux et qui ne veut pas céder le pouvoir et qui vous dit vous devez signer ça avant que je laisse le pouvoir, il faut signer ça. Et une fois que vous arrivez au pouvoir maintenant, vous dites il y a l'état de droit. Vous avez fait le malin. Expliquer. Mais il faut jouer un malin, malin et demi. Bruno Tchibala était le cœur de l'UDPS. Ouais. Il a été dépêché comment? Ils l'ont arrêté, fait semblant, fait croire à l'opinion publique qu'on l'a arrêté, on l'a amené en prison, on le sortait la nuit, on lui donnait de l'argent, il préparait des stratégies pour déstabiliser l'UDPS. So, si quand yozo tout l'angala lo balingala, parce que oyebi na kolobate, mais na yokoli lingala, na bandi koloba, na koloba chaque fois à lingala, sauf que je ne suis pas en mesure de tenir de longues conversations à lingala. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Je dis un grand merci à tous ceux-là qui sont branchés en ce net moment. Dieu a jugé bon que vous et moi, nous soyons repris parmi, ou nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants. N'eût été sa volonté, n'eût été sa miséricorde, mais vous et moi, nous allons être appelés des choses. Mais par sa grâce, il nous a permis à ce que nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants. Il a renouvelé sa confiance en nous donnant ses souffles de vie. Mesdames, Messieurs, vous savez, depuis son accession à l'indépendance, le 30 juillet 1960, la République démocratique du Congo est toujours confrontée à plusieurs crises, dont la principale est politique. Je crois bien que les enjeux de l'heure nous obligent à ce que nous puissions parler de notre pays. Aujourd'hui, le FCC est en retraite et de l'autre côté, le CACH est en train de consulter pour former une nouvelle majorité parlementaire. Et face à la deuxième vague de Covid-19 en Occident, la RDC peut faire quoi pour renforcer la résilience de l'économie? C'est autour de ces questions, dans cette émission, nous allons parler avec un grand économiste qui a fait ses études, je crois, à Paris 9, Dauphine. Il est le président du parti politique Force du Changement et il a été, voulais-je dire, un candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aux élections du 30 juin 2018. En la personne de Dr Tchani Noël. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte très bien. Je dis Tchani Mwadianvita, c'est ça? Exactement. C'est Noël Tchani Mwadianvita. Ah, Noël Tchani Mwadianvita. Mwadianvita, en Chiluba, ça signifie quoi? En Chiluba, ça veut dire un guerrier invincible. Un guerrier invincible, ok. Mais le guerrier qui a perdu en 2018. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Mais je ne vous avais pas dit que j'allais gagner en 2018. Il faudrait attendre 2028 peut-être. D'accord, ça va. En fait, vous êtes natif de Ngandajika, dans la province du Kasaï oriental. Bon, l'actuelle province, c'est la Lomami. Ah, Lomami, ok. Qu'est-ce que vous avez pensé en tant qu'économiste pour les développements de ce coin-là, pour vos frères et sœurs, jusque-là? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité de cette interview. Exactement. Je suis très préoccupé par le développement de la République démocratique du Congo dans son ensemble en tant que pays. Mais la charité commence par soi-même. J'arrive. Parce que si on a une République de 100 millions de Congolais et qu'on développe simplement un petit coin comme cela a été la politique dans le passé, chacun venait pour développer son petit village, mais sans réaliser que quand le reste
est très malade, vous ne pouvez pas avoir une petite portion de la RDC qui est en bonne santé. Donc, le plan Marshall, le Nouvelle Challenge pour la reconstruction et le développement de la RDC que j'ai conçu pour notre pays, vise à transformer toute la République. Ngandajik a compris, le Mbujimaï compris, Kananga compris, Aru, Kolwezi, Mukamba, au Bas-Congo, donc toute la République démocratique du Congo. Et moi, j'ai cette vision-là. Pourquoi? Parce que je considère que nous sommes tous les mêmes. On ne doit pas se faire la discrimination. Je serais très malheureux d'avoir les gens d'Nganajika très heureux et que les gens juste à côté, à aucune manière, très malheureux. Donc, il faut qu'on arrive à créer de bonnes conditions pour tout le peuple congolais, sans exception et surtout sans discrimination. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai prévu pour Nganajika? La même chose que j'ai prévu pour le reste de la République, un plan Marshall. C'est-à-dire, je voudrais que nous puissions créer un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, qu'on puisse améliorer la gouvernance pour que notre pays capte toutes les ressources publiques, les mette dans le budget national, utilise ce budget-là dans un budget augmenté pour pouvoir financer les différents programmes de développement, qu'on investisse dans les ressources humaines. Le capital humain est l'un des facteurs importants du développement, c'est-à-dire nous devons investir dans l'éducation, dans la santé, et nous devons investir dans le développement de ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des potentialités agricoles, d'élevage et de pêche. On doit mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Nous devons maintenant diversifier l'économie, c'est-à-dire investir dans les mines, dans le tourisme, dans l'agriculture, pour que nous puissions produire, mettre la population congolaise au travail. Nous avons 85% de la population au chômage. Et nous devons mettre en place un système financier, c'est-à-dire nous devons avoir des banques congolaises, des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés de leasing dans lesquelles les Congolais sont non seulement des petits employés, mais ils sont aussi des actionnaires, ils sont des dirigeants de ces institutions-là. Comme ça, on va donner des produits et des services financiers de qualité pour répondre aux besoins de développement du pays. Et enfin, on doit mettre en place une véritable banque centrale qui sera la véritable autorité monétaire qui donne au peuple congolais une monnaie nationale crédible, une monnaie qui serait la seule utilisable sur l'étendue du territoire national, conformément à notre constitution qui dit dans son article 170 que le franc congolais doit être la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire congolais. Si nous faisons toutes ces choses-là, je pense que les populations de Nganajika, de Mbujimaï, de Nkamba, du Congo central, de Kisangani, partout, toutes ces populations seront très heureuses et seront fières d'être congolais. Merci beaucoup. Je crois depuis son adresse à la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avait initié les consultations nationales. Alors, la première question, d'où est venue cette idée de créer ces consultations nationales? D'où est venue? Bon, je ne suis pas dans la tête du président de la République pour savoir d'où lui est venue l'idée. Mais j'ai suivi, comme tous les Congolais, le discours de 7 minutes qu'il avait prononcé à la nation. C'était pas suite au boycott de... Non, j'arrive. Donc, dans ce discours de 7 minutes, il a dit, ça fait pratiquement 2 ans qu'il est président de la République. Et il n'était pas tout seul, il était dans une coalition FCC-CACH. Et c'est cette coalition qui a géré le Congo jusqu'à présent. Il a fait le constat amer que, à ce jour, les défis de développement restent entiers. La population n'est pas satisfaite. Le niveau de vie de la population n'a pas été amélioré. Donc, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a déterminé qu'il faut changer la donne. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses qui ne nous donnent pas des résultats satisfaisants. Il a dit, je vais initier des consultations, je vais entendre chacun des Congolais, à travers donc les représentants bien sûr de la population, parce qu'il ne peut pas rencontrer tous les 100 millions de Congolais individuellement. Donc il a initié ces consultations avec l'idée d'écouter, d'avoir des propositions et de mettre en place une coalition qu'il a qualifiée d'union sacrée de la nation, qui va être un substitut par rapport à la coalition FCC-CACH. La coalition FCC-CACH excluait les autres, limiter la gestion du pays aux gens du FCC et du CACH. Maintenant, il veut ouvrir donc les portes pour embrasser toute la population congolaise dans l'union sacrée, parce qu'il a reconnu que l'union fait la force.
si toute la population congolaise est mobilisée pour participer aux efforts de développement, nous allons réaliser des meilleurs résultats que ce que nous avons réalisé jusqu'à présent à travers la coalition FCC. Est-ce que vous êtes optimiste que toutes ces consultations aboutiront à un bon résultat, que le peuple congolais va vraiment dire que c'est bon? Vous savez, moi je ne suis pas politicien, donc je n'ai pas l'habitude donc de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais je dis aux gens ce que je pense est bon pour le pays. L'évaluation que j'ai faite de ces consultations, c'est qu'en matière de développement, vous ne pouvez pas développer un pays dans l'exclusion. Vous ne pouvez pas développer, nous sommes 100 millions de Congolais, et vous prenez une portion des Congolais et vous dites nous allons développer le Congo avec cette portion-là, simplement en laissant tous les autres comme des spectateurs. Je pense que l'initiative prise par le chef de l'État consiste à mobiliser toute la population congolaise pour qu'elle se mette dans la musique et qu'on sélectionne les meilleurs parmi les 100 millions de Congolais pour faire ce que j'appelle l'équipe nationale, les léopards. Quand on a sélectionné donc les meilleurs, maintenant tous les autres qui ne sont pas dans cette équipe-là, ils font partie toujours donc de l'équipe parce qu'ils seront au stade pour applaudir, pour accompagner ceux qui jouent sur le terrain pour arriver donc à gagner le match. C'est ça que je vois comme quelque chose de positif qui pourrait sortir donc de ces consultations. C'est la mobilisation de toute la population congolaise derrière la vision de développement que prône le chef de l'État et que tout le monde pourrait maintenant accompagner dans la mise en œuvre. Mais là, qui sont désignés à être consultés au jour d'aujourd'hui, pendant les consultations? Le chef de l'État avait dit très clairement qu'il va consulter les leaders représentatifs de la société congolaise. Ma compréhension de cela, et j'ai vu à travers les personnes qui défilent au Palais de la Nation, il y a des leaders politiques, toutes tendances confondues. Tout le monde est invité. Que vous soyez du FCC, que vous soyez du CAJ, que vous soyez de la Force du Changement, que vous soyez de n'importe quel groupement politique, vous êtes représentatif d'une certaine opinion populaire, on vous reçoit, on vous écoute, vous venez avec des propositions. Nous, quand il nous a appelés, il a appelé, il faut quand même saluer cette initiative. Donc vous avez été déjà reçu? J'ai déjà été reçu. J'étais reçu dans le cadre de tous les anciens candidats à la présidence de la République. Et moi, je voudrais souligner l'importance de cela. En 2018, il y avait 21 candidats. Et chacun était déterminé à devenir président de la République. Maintenant, l'un d'entre nous a gagné, Félix-Antoine Tshisekedi. Tous les autres, on nous appelle des candidats malheureux. Moi, je suis le plus heureux parmi les candidats malheureux. Comment ça? Je suis le plus heureux parce que je ne suis pas mécontent donc, des résultats. Ah bon? Alors maintenant, tous les autres qui étaient concurrents par rapport au président, il les a appelés, il a dit mais vous aviez tous des visions, vous voulez devenir président de la République. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à ma place? Moi je crois que c'est une approche qui est assez originale. Qu'est-ce qui a été dit? Moi personnellement, je vais parler sur ce que j'ai fait. Moi personnellement, je lui ai dit, vous savez, je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, que je venais de vous présenter de façon succincte au début de cette interview. Ce plan reste d'actualité et je l'ai même mis à jour pour intégrer les défis soulevés par la Covid-19. Je le mets à votre disposition ou dans les grandes lignes. Si vous pouvez utiliser ça pour développer le pays au profit de tout le monde, je serai la première personne à applaudir. Et il était très réceptif. Quand on parlait, vous voyez que le président de la République a son carnet où il prend des notes et à la fin il demande est-ce que vous avez un mémorandum qui résume tout ce que vous avez dit? On dit oui. Et je lui ai remis ce mémorandum. Tous les autres candidats ont fait la même chose. Moi, je pense que c'est une approche originale. Et je vous dis que je ne parle pas ici en tant que politicien. Je vous parle en tant que spécialiste du développement. J'ai travaillé sur les 5 continents, 85 pays différents. Je n'ai jamais vu un pays qui a fait cette approche ici. Et je voudrais saluer cela parce que c'est original. Mais il y a un petit problème, docteur. Tous les gens que nous voyons défiler à travers la télé, les réseaux sociaux, on a vu même les leaders des artistes et comédiens. Alors les gens se demandent, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à ces consultations? Est-ce qu'ils sont des forces vives? On se pose plusieurs questions. Alors qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vous posez une très bonne question. Moi, je vais vous dire, quand j'ai préparé le plan Marshall, j'avais eu l'occasion de faire une sorte de consultation parce que je faisais le tour des provinces, j'ai rencontré les gens des groupes sociaux différents. Et je voudrais juste vous mentionner un exemple particulier qui m'avait appris des choses que je ne connaissais pas. J'étais allé, j'avais rencontré mon homonyme Noël Werasson. Non seulement chez lui, mais il m'a invité à aller voir le spectacle
la série d'entraînement qu'il fait à cette place-là qu'on appelle Samba Playa. La Samba Playa. Samba Playa. Ah. J'étais allé là-bas, j'ai passé du temps à voir ce qu'ils étaient en train de faire. L'année passée, je crois. Non, c'était en 2010, je crois. En 2010, okay. Oui. Et puis après cela, j'étais allé voir l'artiste et musicien Koffi Olomide. J'ai passé du temps avec Koffi Olomide. J'ai rencontré Cindy Locker. J'ai parlé avec eux. J'ai rencontré 3-4 différents groupes. Pour quel objectif? Alors, voilà ce que j'avais appris de cela. Quand j'ai vu ces groupes-là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Notre pays a des potentialités. Notre problème doit être de créer des emplois pour que tout le monde puisse travailler. Tout le monde ne va pas être président de la République. Tout le monde ne va pas être PDG d'une banque commerciale ou bien d'une grande entreprise. Mais quand j'ai vu comment Samba Playa était fonctionnait, j'ai vu qu'il y avait à peu près 100 personnes qui étaient en train de s'entraîner. C'est une petite entreprise. Et je me suis dit, si on veut développer ce pays, une des choses que nous pouvons faire, c'est développer dans chaque province des salles de spectacle, mais des salles de spectacle modernes. Quand on a des salles de spectacle modernes, à New York, on appelle ça, par exemple, Apollo Theater. Donc, un centre de... c'est une salle de spectacle. Okay. Et autour des salles de spectacle, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des restaurants modernes. On peut trouver des petites activités de ce genre-là, des gens qui vendent des t-shirts. Donc, c'est une industrie qu'on peut développer. Et si on s'organise très bien. Mais pour arriver à avoir ces idées-là, il faut avoir été avec eux, il faut les entendre. Et d'ailleurs, Olomide m'avait même donné des idées en me disant, si jamais vous étiez président de la République, mettez en République démocratique du Congo 3-4 grandes salles de spectacle comme ça, et vous allez voir que l'industrie musicale va se développer. Autour de l'industrie musicale, il y aura des restaurants, il y aura des centres commerciaux, il y aura ceci-là, et toutes ces personnes-là vont avoir du travail, des gens qui travaillent là-bas. Mais en plus de cela, ça constitue des opportunités d'investissement pour les hommes d'affaires. Si vous construisez ce centre commercial, il y a de l'argent qu'il faut dépenser pour construire, mais il y a aussi des revenus qui vont entrer tous les jours. C'est comme ça que les économies se développent. Donc, moi, je trouve que le fait que le président de la République ait pris le temps... Il y a eu des mauvaises langues. Hein, oui, mais ça, c'est des mauvaises langues qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais le président de la République, en prenant le temps d'écouter tout le monde, il a des idées qui viennent de chacun de ces groupes-là qu'il reçoit, qu'il pourrait mettre en œuvre dans la nouvelle vision de développement du pays, dans l'action gouvernementale, pour qu'on vienne donc en aide donc, à toute la population. Mais docteur, nous avons l'impression que ces consultations sont provinciales. Est-ce que les gens de l'intérieur... ça veut dire... Excusez-moi, je vais vous expliquer. Il y a des gens qui viennent de l'intérieur. Oui. On n'a jamais vu une délégation de l'intérieur, à part Kyon peut-être. Les gens de Minembwe, les gens de... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a toute une... J'ai envoyé d'ailleurs un tweet, vous pouvez vérifier ça. Oui. J'ai vu qu'il y avait une délégation venue du Grand Équateur. Le Grand Équateur qui incluait les députés nationaux, les sénateurs, les leaders même religieux, des gens de la société civile, toute la province de l'Équateur, ils se sont organisés pour venir voir le chef de l'État. J'ai même envoyé un tweet pour dire, j'ai salué cette initiative-là, si les gens pouvaient s'organiser par groupe géographique. Par exemple, le Grand Kassai pouvait faire la même chose, le Grand Bandundu peut faire la même chose, le Grand Katanga, le Grand, je ne sais pas quoi, l'ancienne province orientale. Je pense qu'on peut regrouper les problèmes de développement de chaque point et les intégrer dans la vision du développement du pays ou dans l'action gouvernementale. Moi, je salue cela. Donc, ce n'est pas provincial dans le sens de sélectionner quelques provinces et abandonner les autres. S'il y a un groupe qui est venu comme celui du Grand Équateur et qui nous a servi d'exemple, il faut émuler ça pour que les autres poursuivent cet exemple-là. Parce que les gens voulaient à ce qu'ils voient aussi la délégation de Minembwe, la délégation de Kayemba, parce qu'à l'époque c'est une zone aussi conflictuelle, hein, Kayemba aussi. Alors les gens n'ont pas vu ça, ils disent que bon. Moi je ne veux pas aller dans des petites communautés. Parce que si on commence comme ça, il faudra que je dise il faut que la délégation de Ngandajika vienne et que la délégation de Chilengi vienne. Ce n'est pas comme ça. Donc si on peut regrouper tout le monde, le Grand Kassai, vous venez ensemble. Le Grand Équateur, vous venez ensemble. Le Grand Kivu, vous venez ensemble. Je pense que ça permettra au chef de l'État. Il ne va pas passer tout son temps à rencontrer donc des gens individuellement. Mais si on regroupe les gens par groupe, par province géographique, je pense que ça pourrait permettre de pouvoir gagner du temps, d'approcher des choses sous un angle global et de répondre donc aux défis que rencontre tout le monde
dans la population congolaise. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Nous continuons. Alors, vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, le président Félix va vraiment débaucher une majorité parlementaire? Bon, c'est ça, possible, je ne peux pas dire. Mais l'allure où vont les choses. Non, moi, tout ce que je sais, c'est que quand on regarde notre Parlement, il y a 500 députés nationaux. Oui. J'ai compris que jusqu'à ce jour-là, il y a plus de 280 députés nationaux qui veulent adhérer à l'union sacrée de la nation que prend le président de la République. Donc, même ceux du FCC. Même ceux du FCC. Et ceux qui sont intimidés, qui ne veulent pas qu'on puisse les montrer devant les projecteurs. Ils viennent la nuit, ils veulent aller voir le chef de l'État. Il y en a qui m'ont appelé moi, qui m'ont contacté. Est-ce que vous pouvez nous organiser donc cette rencontre-là sans que ce soit connu donc par la presse? Moi, je dirais à tous mes compatriotes, il ne faut pas vous faire intimider. Sortez, si vous croyez donc dans votre pays, allez rencontrer le chef de l'État, c'est le chef de l'État de tout le monde. Et dites-lui sincèrement, si vous êtes d'accord avec lui, vous n'êtes pas d'accord avec lui, dites-le aussi. J'ai vu que les amis du FCC se sont réunis, c'était où là? Safari Beach. À Safari Beach. Et ils sont sortis de là en disant, oh, le président de la République ne les a pas encore saisis pour les informer qu'il allait faire des consultations. Messieurs, il ne va pas vous saisir pour vous informer qu'il va faire des consultations. Il informe tout le peuple congolais. Il a fait un discours qui s'adressait à tout le monde. Mais il envoie quand même des invitations. Oui, on envoie des invitations. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le peuple congolais était informé au même moment. Il n'a pas besoin de faire ça pour le FCC, pour le cash, pour la force du changement, et ainsi de suite. On a dit, il y a eu un message adressé à tout le monde. Maintenant, ceux qui veulent être reçus, il y a d'abord le protocole d'État qui va les contacter et qui invite tout le monde. Et j'ai entendu, moi, le chef de l'État qui a dit qu'il allait aussi rencontrer les gens du FCC. Donc, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a personne qui est exclu. S'il y a des gens qui refusent d'y aller, ça c'est leur problème. Mais lui, il est ouvert à tout le monde. Il a dit, venez tous, je vais vous écouter. Si vous ne voulez pas vous faire entendre, eh bien, vous allez garder vos préoccupations à vous-même. Mais si vous allez vous lui expliquer ce que vous voulez, il va vous écouter. S'il est d'accord avec vous, il va le faire. S'il n'est pas d'accord, il va vous dire pourquoi il ne peut pas le faire. Il a des contraintes, et ainsi de suite. Mais j'invite tout le monde à pouvoir y aller et à lui parler franchement et à lui dire la vérité. C'est comme ça qu'il pourra utiliser cela pour prendre des mesures idoines pour que notre pays se développe correctement. Mais à l'issue de ces assises de Safari Beach, les gens du FCC ont rendu public, il y a une déclaration qui a été faite, qui a été déclarée devant la presse en disant qu'ils sont prêts, ils sont ouverts dans tout le dialogue, mais tout en respectant l'accord cadre des coalitions. Il faut qu'ils comprennent ce qu'ils disent. C'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi nous sommes arrivés à cette situation-là. Nous sommes arrivés à la situation de blocage aujourd'hui, de changements qui ne sont pas qualitatifs. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le président de la République a été confiné dans un accord qui lui lie les mains et qui lie les mains de tout le peuple congolais. On ne va pas rester toujours dans un cadre qui ne fonctionne pas, qui n'a pas donné de résultats. Nous voulons sortir de ce cadre-là. Et d'ailleurs, je veux que les gens du FCC donc comprennent qu'à ce stade ici, la coalition FCC Cash n'existe plus. Le peuple congolais veut la transparence. Eux, ils sont en train de nous dire non, on fait des choses secrètement à l'insu de tout le monde. J'ai même compris qu'ils ont envoyé des lettres au secrétaire général des Nations Unies pour demander qu'on reste dans le cadre donc, de l'accord FCC Cash. C'est un accord léonin. Vous savez ce que c'est un accord léonin? Signé sur le dos du peuple congolais, à l'insu du peuple congolais, pour leurs contre intérêts le propres. peuple congolais pour leurs intérêts. Par exemple, un accord qui dit qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui a commis un crime de sang ou bien un crime économique. C'est quel genre d'accord ça? Nous voulons la transparence, nous voulons la justice. Nous voulons mais le président avait signé, il avait vu. Un individu qui est armé et qui est dangereux et qui ne veut pas céder le pouvoir et qui vous dit vous devez signer ça avant que je vous laisse le pouvoir, il faut signer ça. Et une fois que vous allez au pouvoir maintenant, vous dites il y a l'état de droit. Vous avez fait le malin. Mais il faut jouer un malin et demi. Il a été malin avec des armes. Vous savez donc combien de nos compatriotes ont été tués parce qu'ils réclamaient la démocratie? Les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, tout ce monde-là. Il fallait qu'on arrête tous ces crimes-là. Pour les arrêter, s'il fallait signer un accord, tant mieux, il faut signer. Mais maintenant que le peuple souverain s'est pris en charge, on dit dans la transparence, venez, nous allons négocier comment il faut gérer le Congo. S'ils sont d'accord, ils sont congolais, ils veulent que le Congo se développe correctement. Tant mieux, on va le faire. Mais s'ils ne veulent pas, eh ben, le peuple congolais va se prendre donc en charge.
Mais les gens du FCC ne veulent pas parler de ça parce qu'ils disent que s'il faut organiser les élections anticipées, ça dépendant de leur... Alors, qui peut organiser ces élections anticipées? C'est très bien que vous ayez soulevé ce point-là. Je vais répondre à ça. Oui. Sur cette planète-là, sur cette terre-là, au Congo, pour organiser des élections, qui a cette prérogative? Il y a un seul individu. Noël Tchani n'a pas le pouvoir de le faire. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Le FCC n'a pas le pouvoir de le faire. Joseph Kabila n'a pas le pouvoir de le faire. La seule personne qui a la prérogative constitutionnelle de convoquer les élections avant ou à une date spécifique, c'est l'institution président de la République. C'est ça sa prérogative constitutionnelle. On peut aimer ou ne pas l'aimer. C'est comme ça. Si le président de la République estime que les élections aujourd'hui ne sont pas faisables, pourquoi? Parce que ça coûte trop cher et on n'a pas d'argent et qu'il faut recomposer la majorité au niveau du Parlement. On va suivre cette voie-là. C'est ça le rôle que la Constitution lui donne en disant vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions. Ce rôle-là n'est pas reconnu à quelqu'un d'autre. Donc les gens du FCC peuvent faire cette recommandation-là. Mais dans le cas de consultation initiée par le chef de l'État, je les encourage à aller au Palais de la Nation et lui dire ça ouvertement. Mais ils font toujours recours au texte de l'accord. Très souvent, ils font recours à ça. Ils disent que le président ne respecte pas la Constitution, ne respecte pas le texte. Moi, je suis curieux de savoir comment ils peuvent faire des affirmations comme ça. Et je vais leur rappeler comment, eux, ils ne respectaient pas la Constitution. On était supposé avoir des élections en 2016. Vous savez pourquoi nous sommes arrivés à avoir les élections en 2018? C'est pourquoi? C'est parce que le FCC ne respectait pas la Constitution. Vous savez que les mêmes individus-là, ils ont tripatouillé la loi électorale pour se donner la majorité fictive là qui disent qu'ils ont dans les assemblées provinciales, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, ils n'ont pas respecté la Constitution. Lorsque on a tiré sur des gens qui réclamaient simplement le respect de la Constitution, les Rositima, les 13 Kapangala et consorts, vous savez quoi? On a violé la Constitution qui protégeait chacun de nous. Alors, ce n'est pas ces gens-là qui vont venir nous donner des leçons aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils doivent être modestes, qu'ils aillent parler avec le président de la République, qui est ouvert à écouter tout le monde, pour qu'ensemble, on trouve des solutions idoines aux défis que nous avons et qu'on commence à gérer le pays de façon inclusive, sans exclure qui que ce soit. Parce que le FCC, jusqu'à présent, insiste sur l'accord. Vous savez pourquoi? Parce que d'après l'accord, le pays n'est géré que par des gens que eux, les gens du FCC désignent, ou les quelques individus que le CAJ peut désigner. Et les autres, là, nous tous, là, nous sommes exclus. Et vous croyez qu'un pays peut se développer dans l'exclusion en réservant le tout à Kabila et à ses copains? Non. Je crois que le président de la République, il a raison de dire tout le monde, venez maintenant, nous allons constituer cette équipe nationale-là qu'on appelle l'Union sacrée de la nation et nous allons recommencer donc à zéro. Et vous croyez que cette union sacrée sans FCC, ça vous dira? Moi, je crois, c'est pas moi qui ai inventé ça. Vous avez déjà entendu quand on dit l'union fait la force. L'union fait la force, c'est-à-dire tout le monde ensemble. Et si chacun de nous a deux mains, on utilise les deux mains, nous sommes 100 millions de Congolais. Vous savez combien de mains on a au total? 200 millions de mains. Et si nous voulons pousser, nous allons développer le pays. Mais si dans les 200 millions de Congolais, 200 millions donc de mains congolaises, si il y a simplement les gens du FCC, ils sont combien? Peut-être une quarantaine de familles. Et ces gens-là ne peuvent pas faire avancer donc le train, vous savez. Mais si nous sommes 200 millions de mains de toute la population congolaise, un train peut être lourd, on va pousser, il va bouger. C'est ça le sens ici. Ok, mais docteur, excusez-moi de vous dire ça. Il y a une sorte de perfidie dans les chefs de certains politiciens congolais. Pourquoi je dis ça? Hier, on décriait sur le Rwanda, qui était le mal pour le Congo. On disait que c'est Rwanda qui était même à l'auteur de la balkanisation. Mais aujourd'hui, les mêmes autorités qui étaient hier à l'opposition commencent à faire du Rwanda un grand ami. On a vu une délégation qui a été reçue par Kagame pour lui parler de la situation du pays et des consultations envoyées par le président, l'un des conseillers, je peux dire conduit par l'ambassadeur itinérant, je crois, Memissa Lolo, voilà. Comment vous jugez cette situation? Parce qu'hier, on décrit moi, je crois qu'il y a une confusion dans votre question et je vais clarifier ça. Nous sommes un pays avec 9 voisins. On ne peut pas... Hier aussi, c'était 9 voisins quand on décriait. Non, j'arrive. On ne peut pas dire que hier, nous nous opposions au Rwanda parce que le Rwanda a envahi notre territoire, en envoyant des troupes étrangères sur notre territoire, en violant
l'intégrité territoriale de la RDC en volant même les matières premières congolaises, en faisant tuer les Congolais. Nous sommes contre ça hier et nous sommes contre ça aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler à ces gens-là. Il y a ce qu'on appelle des relations bilatérales. Quand il y a un problème, il faut qu'on en parle publiquement et qu'on envoie des émissaires pour en parler, pour résoudre des problèmes de façon diplomatique. Le fait que ces envoyés spéciaux du président de la République soient partis au Rwanda, d'abord ils ne sont pas partis au Rwanda simplement. J'ai vu qu'ils étaient au Rwanda, ils étaient en Égypte, et je ne sais pas s'ils sont allés dans un autre pays encore, donc dans la région des Grands Lacs. Ils peuvent faire le tour du monde, c'est tout à fait normal dans le cadre des relations bilatérales entre la RDC et tout autre pays. Mais hier aussi la relation bilatérale existait, parce qu'on disait toujours Rwanda. Mais on n'avait pas dit qu'on ne pouvait pas parler au Rwanda. On a toujours parlé au Rwanda, mais on dit le Rwanda, nous vous parlons, vous restez chez vous, nous sommes chez nous, nous sommes souverains, vous n'entrez pas sur notre territoire. Et il faut leur dire ça, face à face. Moi, si je m'en vais au Rwanda, j'irai répéter la même chose. Mais on n'a pas dit qu'on ne doit plus se parler. Si vous avez un voisin qui vous cause problème, vous allez régler ce problème-là comment? Il faut lui parler. Mais il faut lui parler tout en étant ferme. Vous restez chez vous, nous sommes chez nous. Nous sommes souverains, vous êtes souverains. Nous faisons des relations ensemble, on peut avoir des programmes de coopération économique ou ainsi de suite, d'intégration économique, d'accord. Mais vous ne venez pas vous installer sur notre territoire de terre avec vos troupes et nous forcer donc à adopter une position qui vous soit favorable et défavorable à notre population. Cette position, on l'a eue hier, on va l'avoir aujourd'hui et on va l'avoir demain. Donc, pour vous, c'est normal que ces envoyés spéciaux soient c'est tout à fait normal et ils vont dans tous les sens. Je ne connais pas le contenu du message qu'ils avaient. Mais c'est tout à fait normal qu'on puisse envoyer des envoyés spéciaux au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Égypte, aux États-Unis, dans n'importe quel pays du monde, quand nous avons des questions d'intérêt national qui doivent être résolues par le dialogue, ou même juste un message à communiquer. Il faut le faire. Et la façon de le faire, quand il y a des messages confidentiels, on envoie un envoyé spécial avec une lettre signée par le président à les déposer dans les mains de l'autre partie. Vous ne savez pas, il y a eu par exemple la question de l'ambassadeur rwandais qui avait parlé mal de morts congolaises ici. Bon, si on veut communiquer un message par exemple, dire au président Kagame, retirez votre ambassadeur, on n'en veut plus ici. Vous allez faire ça comment? Vous envoyez un envoyé spécial qui va trouver le président Kagame avec un message signé par le président Tshisekedi et qui lui dit, vous savez quoi, je ne vais pas vous humilier publiquement, retirez votre ambassadeur. Ça peut être ça, mais je ne connais pas le contenu du message. C'est ce qui a dérangé l'opinion, c'est juste au sortir, la délégation s'est livrée à la presse en disant que nous sommes venus donner l'information au président Kagame sur la situation du pays et des consultations. C'est ce qui a dérangé aussi les gens. Je vais vous dire une chose, c'est que la RDC fait partie de ce qu'on appelle l'Union africaine. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal quand on a... Vous savez, les consultations telles qu'elles se passent aujourd'hui, ça peut être la solution à un problème, mais ça peut être le début d'un problème aussi. Il faut savoir expliquer ça, communiquer avec les autres. Les autres qui comptent. Le Rwanda, c'est l'un des pays. Le président de l'Union africaine, c'est l'une des personnalités. L'Égypte, c'est l'un des pays. Le Nigeria. Donc, moi, je n'ai aucun problème à ça. Parce que je ne connais pas le contenu de ce message-là. Si le contenu du message était bon, je viens chez vous, vous pouvez entrer dans notre territoire, faire du n'importe quoi, donc dans notre jardin. Oui, là, je ne serais pas d'accord avec. Mais si c'est le message qui consiste à dire, nous sommes souverains, restez chez vous, nous sommes chez nous, on travaille ensemble en tant que pays voisins, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça dépend du contenu du message. Donc, je ne connais pas ce qui a été communiqué, donc je ne peux pas juger. Mais je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y ait des envoyés qui partent donc de Kinshasa pour faire le tour donc des pays africains de la région des Grands Lacs. J'ai vu par exemple Kikaya bin Ramazani, qui est le conseiller diplomatique de M. Kabila, qui a envoyé un tweet dans lequel il dit que Joseph Kabila a écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies, à tous les pays de la SADC et aux pays qui étaient supposés être des témoins de l'accord entre le FCC et le CACH. C'est ça qu'il a écrit. Moi, en tant que personne responsable, vous savez ce que je ferais si je suis Félix Antoine Tshisekedi? Que feriez-vous? J'envoie directement mes délégués à tous ces pays-là, à toutes ces organisations pour leur expliquer mon point de vue. Comme ça, ils vont entendre, ils ont entendu le point de vue de Kabila, ils vont entendre aussi donc, notre point de vue. Et il a envoyé en tant que qui? Bon, je ne sais pas en tant que qui, il faut poser la question au FCC. Donc, et c'est tout à fait normal maintenant que le président Félix Tshisekedi, en tant que président de la RDC,
envoie ses émissaires partout où Kabila a envoyé la lettre pour expliquer à ces gens-là ce qui se passe donc en République démocratique du Congo. Et parmi ces gens, quand on parle des pays de la SADC, il y a aussi le Rwanda. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. D'accord, merci beaucoup. Alors parlons maintenant de la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça pose un petit problème. Alors les gens du FCC accusent c'est du cash en disant qu'ils sont en train de donner 14 000 pour que Janine Mabunda et Tamamamba quittent le perchoir. Je ne sais pas, quel est votre avis? Il devrait avoir honte en disant des choses comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Vous savez, pendant la gestion du pays par le FCC, le cash, 18 ans. Ah, 18 ans. La RDC est classée comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète. Donc c'est eux-là qui pratiquent la corruption. Ok? Ça c'est un. Deux maintenant. Vous savez comment ils ont pu débaucher des gens qui étaient pendant qu'ils étaient au pouvoir. Bruno Tshibala était le cœur de l'UDPS. Ouais. Il a été débauché comment? Ils l'ont arrêté, fait semblant, fait croire à l'opinion publique qu'on l'a arrêté, on l'a amené en prison, on le sortait la nuit, on lui donnait de l'argent, il préparait des stratégies pour déstabiliser l'UDPS. Ça s'appelle débauchage. Ils ont dû faire. Les mêmes personnes là, ils connaissent les méthodes qu'ils ont appliquées. Ils ont très peur qu'on leur applique. De corruption. Ils connaissent les méthodes qu'ils ont appliquées hier. Ils ont peur maintenant qu'on leur applique les mêmes méthodes. Mais moi, à ma connaissance, jusqu'aujourd'hui là, je n'ai pas vu un seul centime donné à qui que ce soit pour le corrompre. Vous je ne peux pas gérer. Vous qui avez été consulté, on vous a donné 7 000 $? Je vais vous répéter une chose. Non, je vais vous répéter une chose. Regardez-moi très bien. Dans ma vie, je n'ai jamais été corrompu. On ne m'a pas donné 7 000 $ pour faire quoi que ce soit. On ne m'a pas donné un centime. Je suis allé au palais de la Nation pour rencontrer le président de la République en tant que Congolais qui veut que pour l'intérêt de la nation. Pour l'intérêt de la nation. On ne m'a pas motivé. Ici, les gens parlent de motivation. Je n'ai pas besoin d'être motivé. Je suis allé en tant que Congolais qui veut que le Congo change, se mette sur la bonne voie. Et j'ai donné mon point de vue sans embâche, sans flatterie. Et j'ai dit au chef de l'État, en le regardant dans les yeux, ça ne marche pas, voici ce que je propose. Et je voudrais que tout le monde fasse la même chose. Président, est-ce qu'aujourd'hui FCC peut jouir d'une opinion positive au sein de la population? J'ai vu cette phrase-là sur le communiqué final à l'issue de la retraite du FCC. Ouais. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se faire des illusions. Mais moi, ce que je connais de ce que la population congolaise donc pense, le FCC est perçu comme étant le démon. Le démon du Congo. Ils n'ont aucune crédibilité dans la communauté congolaise. Et s'ils parlent aujourd'hui de faire des élections anticipées, c'est parce qu'ils veulent qu'on dise non. Parce qu'ils savent que tout ce que le FCC propose, la population va rejeter. Mais si on va aux élections aujourd'hui, là, ils vont tous perdre. On dit que Félix a peur des élections anticipées. C'est ce qu'ils disent. Je ne peux pas parler pour le président. Ça, il faut lui demander qu'il réponde à cette question-là. Mais moi, je vais dire que je peux battre tous les gens du FCC si nous allons aux élections. Il faut épargner le président de la République. Je ne peux pas parler de lui. Mais moi et les gens du FCC, je peux les battre tous. Ils n'ont aucune crédibilité devant moi au sein de la population congolaise. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous nous approchons petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, Président, excusez-moi, si vous étiez vous, aujourd'hui, Président de la République, que feriez-vous face, en tant qu'économiste, face à cette deuxième vague de coronavirus, surtout en Occident? Et qu'est-ce que vous allez proposer pour que la RDC puisse avoir une résilience de l'économie? Oui, je sais que le coronavirus a décimé l'économie de la RDC, mais également les économies d'autres pays. Et nous devons apprendre de nos erreurs dans le passé. Lorsqu'on a fermé les frontières, tous les pays ont fermé les frontières, nous nous sommes retrouvés étranglés littéralement. Pourquoi? Parce que dans le passé, on importe du tout. La nourriture que nous consommons, on l'importe. Les habits que nous portons, on les importe. On importe même de l'eau, tout littéralement. Alors, apprenant de cette expérience-là, je proposais qu'aujourd'hui, après la Covid-19, ou bien après la première vague de la Covid-19, que les Congolais investissent en priorité d'abord dans ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'on développe l'agriculture, l'élevage et la pêche, qu'on mécanise ces activités-là de façon à produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Comme ça, quand on ferme les frontières, on ne va pas mourir de faim. C'est la première chose. Maintenant, le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a aussi un autre avantage.
Parce que 80% de la population congolaise vit dans les milieux ruraux. Donc, en développant l'agriculture, l'élevage, la pêche, on crée des emplois dans les milieux ruraux pour absorber toute la population qui est au chômage. Maintenant, en troisième chose, je voudrais qu'on puisse tenir compte donc du capital humain dans la mesure où nous avons vu que les hôpitaux congolais ne sont pas à jour. Nous devons réhabiliter les hôpitaux congolais et en construire des hôpitaux de qualité pour que demain, si on a encore donc la même expérience avec la pandémie là, nous pouvons avoir la capacité de soigner nos gens. Je vous donne l'exemple, on a 100 millions de Congolais. Et vous savez 100 millions de Congolais, combien de respiratoires? C'est respiratoire ou respirateur? Respirateur. Respirateur. Combien de respirateurs nous avons pour tout le pays? 65 respirateurs. Donc ce n'était pas suffisant. Nous devons maintenant réhabiliter, détruire les vieux hôpitaux qui ne sont plus d'actualité, réhabiliter certains d'entre eux, mais construire de nouveaux hôpitaux pour qu'on ait un hôpital pour chaque 1 million de Congolais. Pour chaque 1 million de Congolais, qu'on ait un hôpital quelque part. Même dans les fonds, dans les fonds donc, de la RDC. C'est ça le sens du plan Marshall que je propose. Et en actualisant le plan, en tenant compte donc de ces nouveaux défis générés par la Covid-19, on est passé des montants faramineux. Avant la Covid-19, j'ai parlé de 800 milliards de dollars à mobiliser, à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans. Maintenant, pour intégrer tous ces défis nouveaux, je pense que nous aurons besoin de 1000 milliards de dollars à mobiliser, à mettre en œuvre sur une période de 15 ans pour fondamentalement transformer la RDC et que nous devenions un pays émergent capable de résister à toute éventualité en cas donc de pandémie donc de ce genre-là. Troisième chose toujours, dans le cadre des priorités que nous devons gérer après pour prévenir donc la deuxième vague de la pandémie, je souhaiterais qu'on investisse dans les infrastructures de base. Les Congolais sont, si je peux dire, divisés à l'intérieur du Congo. Nous n'avons pas de route. On est incapable aujourd'hui de prendre juste une voiture, aller à Kenge ou Bandundu dans de bonnes conditions, donc rapidement. On doit construire donc les routes intégratrices pour relier toutes les provinces du Congo, construire les chemins de fer pour relier toutes les provinces du Congo, avoir 4 ou 5 aéroports modernes pour relier ce pays continent. Et nous devons construire ces choses-là donc après la Covid-19 pour anticiper des nouvelles vagues donc, de ce genre donc, de maladies. Mais au-delà de cela surtout, je veux que nous ayons une économie florissante. L'objectif d'être dans le développement, c'est quoi? Quand on gère un pays, c'est de créer de bonnes conditions de vie pour toute la population. Mais les conditions de vie pour toute la population, d'ailleurs le diagnostic que le chef de l'État a fait, il a dit après 2 ans, il réalise que les défis restent entiers. Et c'est vrai que les défis restent entiers parce qu'il n'y a pas d'opportunité qu'on a créée pour tout le monde. Nous devons mettre en place un système financier avec des banques congolaises capables de donner du crédit aux gens. Des gens qui veulent acheter une maison, qui veulent développer l'agriculture, qui veulent faire leurs petites activités, donc des moyennes et petites entreprises. On doit avoir ce système financier. Mais au-delà de cela, un élément important pour la préservation du pouvoir d'achat de la population, c'est la qualité de la monnaie nationale. On ne peut pas avoir une monnaie comme celle que nous avons eue jusqu'à présent. Le franc congolais que nous avons, il s'est déprécié de 150 000% en 22 ans, depuis 1997 jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que c'est le franc congolais qui appauvrit toute la population congolaise. Nous devons stabiliser la valeur de la monnaie pour que ça devienne aussi bon que le dollar et l'euro. Et de cette façon-là, le pouvoir d'achat de la population, sur une période de temps relativement longue, va être préservé. Puisque vous avez ouvert cette branche de monnaie, je vais vous lire au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 6 novembre par le gouverneur de Gracias. Il a dit quoi? Je vais lire. Le gouverneur de la banque de Grace Mutombo a tablé sur le développement économique récent aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur de la RDC et sur la politique monétaire au cours des prochains mois. Alors, il se dégage de l'évaluation des experts que la conjoncture au mois d'octobre 2020 reste marquée par une stabilité du macroéconomique. Vous confirmez cet avis-là? Je pense que le gouverneur de la Banque centrale ne sait pas de quoi il parle. Et je vais être très franc avec vous. Il parle de la stabilité du cadre macroéconomique, n'est-ce pas? Oui. Et je veux juste que le commun du mortel comprenne, c'est que pourquoi je pense que ce gouverneur ne comprend pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'en 1997, 98, quand on a sorti le franc congolais, $1 était égal à combien? 1,3 francs congolais.
Aujourd'hui, un dollar égale à combien? 20. 2000, 20, 2000, 30 francs congolais. Prenez 2020 francs congolais moins 1,3 francs congolais de 1998 divisé par 1,3 francs congolais de 1998 multiplié par 100, vous trouverez que la monnaie s'est dépréciée de 150 000%. Je veux que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que si en 1998, vous aviez 150 000 francs, vous déposez dans votre compte et vous venez aujourd'hui pour vérifier, il vous reste combien? Il ne reste plus qu'un seul franc. Vous avez perdu toute la monnaie que vous avez, toute la richesse que vous avez. Le franc congolais a été l'élément déstabilisateur du pouvoir d'achat des Congolais. Dans ces conditions-là, quand on a un gouverneur de banque centrale qui vous dit qu'on a un cadre macroéconomique stable, il ne comprend pas de quoi il parle. Le cadre a été tellement instable que ça appauvrit tout le monde. Donc, il est temps que Mutombo Deogratias puisse quitter la banque centrale et puisse aller faire autre chose parce qu'il ne sait pas comment il faut diriger la banque centrale et comment il faut conduire la politique monétaire. Et surtout, il ne comprend pas comment le cadre macroéconomique fonctionne. Quand il dit que c'est stable, moi je dis que c'est instable et ça a été instable pendant très longtemps. Pour que les gens comprennent, quelle différence qui existe entre macroéconomique et microéconomique? Bon, la macroéconomie, ça gère tous les problèmes du pays. Donc la macro, c'est en gros. Micro, c'est sur le plan individuel, des entités individuelles, un individu, une entreprise, ainsi de suite. La sommation des micros, ça fait la macro. C'est ça la différence. D'accord, merci. Je crois que nous nous approchons vers la fin. Alors parlons de votre parti Force du Changement. Comment ça évolue? Au fait, la Force du Changement n'est pas un parti politique. Ah. La Force du Changement, c'est un regroupement politique. Politique, ok. L'idée que nous avons, c'est qu'il y a trop de partis politiques en RDC. Nous en avons combien? Près de 800 partis politiques aujourd'hui, sans vision pour chacun de ces partis-là. On ne sait pas quelle est la différence entre parti A, parti B, parti C. Donc, pour ne pas tomber dans le même piège-là d'avoir plusieurs partis qui n'ont pas toujours des visions très claires, nous nous sommes dit on doit regrouper les partis. Pour regrouper les partis, nous avons créé ce regroupement politique qui est ouvert à tout le monde. Oui, et d'ailleurs, c'est l'équivalent de ce que le chef de l'État appelle aussi l'union sacrée de la nation congolaise. Si tout le monde qui veut développer la RDC entre dans ce regroupement-là, qu'on appelle Union sacrée de la nation congolaise, c'est la même chose. Je vous invite d'ailleurs, venez tous adhérer à la Force du Changement, et la Force du Changement fait partie de l'Union sacrée, et je pense que nous allons tous nous retrouver avec les mêmes idées pour développer la RDC au profit de tous. Mais à quand les activités? Nous menons des activités tous les jours. Et l'une des activités, c'est par exemple ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Je parle à la presse tous les jours, nous organisons des conférences dans des universités. Exactement. Nous avons commencé à faire, non pas seulement le tour de Kinshasa, le tour des provinces. On était tout récemment au Congo central, en Bazangungu. Nous avons tenu une conférence là-bas. Nous allons partir donc à Boma Matadi. Nous sommes invités au Bandundu, Kenge, Kyungu, Kikwit et d'autres provinces. Et nous allons faire donc le tour d'autres provinces. Bientôt, on va aller aussi au centre de la République, l'ancien Kasaï oriental, l'ancien Kasaï occidental. Donc nous allons faire tout le tour de la République pour vendre ce que j'appelle la bonne nouvelle. Et je voudrais vous informer que lorsque les gens adhèrent à cette vision de développement, le plan Marshall, ils deviennent ce qu'on appelle des agents de changement. Et on ne mérite pas le titre d'agent de changement au hasard. Vous êtes un agent de changement quand vous avez reconnu les antivaleurs que nous voulons changer et vous êtes un homme nouveau qui veut que le Congo se développe différemment. Donc, ceux qui veulent devenir des agents de changement pour participer au développement du pays, je les invite à envoyer un message WhatsApp au numéro suivant, plus 243 81 50 99 337. Vous envoyez simplement un message en donnant votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse là où vous résidez, en disant que vous voulez devenir agent du changement. On va vous enregistrer. Mais au-delà de cela aussi, nous avons une chaîne YouTube qu'on appelle la Force du Changement en un seul mot. Allez sur Internet et cliquez, vous aimez donc cette chaîne YouTube. Vous aurez toutes les activités, les informations à jour de ce que nous faisons pour que le Congo puisse se développer ensemble avec la participation de tout le peuple congolais. D'accord, nous arrivons à la fin, je crois. Permettez-moi, c'est juste un petit exercice. Hein. Est-ce que vous pouvez donner un petit message en lingala, si ça vous plaira? Omoni, yoza juste te. Parce que aux autres, tout n'a pas le lingala. Mais au yebi ke ngala ka lingala fonte, ngala ka tiluba fonte. Na botami na kasai, na botami na ngana. Nous allons lingala. Mais attendez.
So sikoyo ozotuna nga naloba lingala parce que oyebi na koloba te mais nayokoli lingala nabandi koloba na koloba chaque fois à lingala, sauf que je ne suis pas en mesure de tenir de longues conversations à lingala. Mais d'accord, ouais. Na lingi aussi que peuple congolais, pour promouvoir cohésion sociale, cohésion nationale, il faut que chacun de nous Congolais apprennent non pas simplement langue et à province naïe, il faut apprendre au moins une langue d'autres provinces. De cette façon-là, si vous êtes Kassaïen, vous choisissez entre le Lingala, le Swahili et le Kikongo, et vous apprenez une deuxième langue. Et je veux que ça soit même incorporé dans les curriculums au niveau donc des études primaires et secondaires. Et ceux qui ont Botami à Kinshasa, il faut au Yebi Lingala, il faut apprendre Chiluba, Lingala, Swahili ou bien Kikongo. Quand vous êtes donc de Swahiliphone, vous apprenez donc le Swahili qui est votre langue. Il faut Lingala, Chiluba ou bien Kikongo. De cette façon-là, chaque Congolais a Kokola avec au moins 2 langues nationales. Et ça, c'est important. Pourquoi ça va promouvoir donc la cohésion nationale? Il ne faut pas que les lingalophones pensent que nous sommes leur colonie. En quelque sorte, on doit seulement parler leur langue et eux, ils ne peuvent pas apprendre donc la langue des autres. Et d'ailleurs, quand ils font ça, ils deviennent désavantagés parce que nous, nous avançons, on développe notre esprit avec plusieurs langues et eux, ils sont limités simplement donc au lingala. So, en quelque sorte, Nazali, au niveau de l'anglais, nakoba anglais, nakoba français, mais au Congo, nayebi Chiluba, nayebi moi mouké lingala, nako pratiquer avant les élections de 2023, croyez-moi, je serai très fluente en lingala. Voilà, tout comme Nasuka, n'invitez, si vous avez un autre message, peut-être, n'a question à côté, vous voulez ajouter? Oui, je voudrais juste dire à nos compatriotes qu'il y a 2 messages que je voudrais donner. Nous nous plaignons tous les jours que le pays ne se développe pas. Mais chaque fois qu'il y a une opportunité pour que le pays puisse recommencer à zéro, nous ratons cette opportunité-là. Aujourd'hui, l'opportunité qu'il y a, c'est ces consultations qui sont lancées par le président de la République. Moi, je ne suis pas un agent de publicité pour le président de la République. Je vous dis ce que je ressens du fond de mon cœur. Je voudrais inviter tout le monde à accepter cette main tendue pour aller au palais de la Nation, rencontrer le chef de l'État et lui dire la vérité. Vous lui dites ce que vous pensez est juste. Si vous pensez qu'il est sur la mauvaise voie, vous lui dites ça. Et si vous avez des propositions à faire, vous faites ces propositions-là pour qu'elles soient intégrées dans la prise de décision. C'est comme ça que nous allons redémarrer en tant que pays. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'il ne faut pas penser que la Covid-19 est terminée. La pandémie est toujours là. Nous devons continuer à respecter les mesures des gestes barrières. Portez les masques quand vous êtes en public et vous lavez les mains régulièrement, évitez de vous embrasser et vous protégez mutuellement. Donc, si vous vous protégez, vous allez protéger donc les autres. Et si vous vous exposez, vous allez aussi exposer donc le reste de la population. Donc, je vous souhaite à vous tous bonne santé. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, Président. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Prochainement, on viendra encore vous contacter pour parler du pays. Merci. D'accord, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis cet après-midi ou ce soir. Je crois que les propos tenus n'engagent que son auteur. Nous avons posé des questions et les réponses ont été données par notre invité. Je vous rappelle que c'est M. Tchani, Noël Tchani Mwadianvita, qui était l'un des candidats à la présidence de la République du 30 décembre 2018. Alors, quant à moi, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Ciao.